Bonjour à toutes, bonjour à tous. Me voilà revenu adossé à mon ginkgo biloba préféré. Voilà, si les SDF et les cassos ne font pas trop de bruit, je vais pouvoir vous lire un extrait de Sonim Pohican. Pareil, une centaine de pages que j'avais fait il y a quelques années. C'était à l'époque où je fréquentais beaucoup les universités d'été des médecines d'avenir. Et j'avais rencontré une personne qui s'appelait Georges Osorio. Et Georges Osorio, c'est la personne qui est ici. Et donc, c'est une personne qui a écrit pas mal de bouquins, dont une sur un livre qui est assez difficile à avoir, qui s'appelle le christianisme est-il pas, le bouddhisme est-il pas l'origine du christianisme? Et un autre livre qu'il a fait sur les arts martiaux qui est assez intéressant. Alors, comment je vais pouvoir mettre cette caméra? Voilà, c'est pas trop mal. Donc il avait fait une conférence en 2003, donc ça veut dire que ce magazine, j'ai dû le faire en 2004, ou en novembre 2003. Donc j'avais intitulé ce schéma, cette page du moins, à méditer. Donc, le principe, c'est une citation de Georges Osorio en juin 2003 à l'homme énergétique et la médecine de demain. C'était le thème de sa conférence. Un corps humain de 75 kg est composé de 20 puissance 18 de particules. L'humain est de l'énergie momentanément densifiée. Ce sont les notes que j'ai prises. L'énergie est une déformation diffuse d'un milieu. Cette énergie est habitée d'une conscience. L'homme est composé essentiellement d'énergie. L'homme est donc un micro-univers momentanément transformé en matière. Toute matière vivante ou non est constituée de 1/10 de matière visible, énergie compacte observable, et 9/10 d'énergie rayonnante ou onde mémoire, énergie compacte en devenir. Ce qu'on peut appeler l'aura, les corps énergétiques et tous ces corps qui ne sont pas encore des corps, comment dirais-je, densifiés. Par exemple, là je suis adossé au ginkgo biloba, mais en fin de compte c'est mon corps physique qui est dense, donc, qui est en fin de compte 1/10 de la matière, de ma matière qui compose mon corps, qui est adossé à cet arbre. Toute matière, vivante ou non, est constituée d'1/10 de matière visible, compacte et observable, et de 9/10 d'énergie rayonnante ou onde mémoire, énergie compacte en devenir. C'est-à-dire que l'on peut, dans le corps énergétique, par exemple, en observant l'aura, détecter une maladie qui va se déclarer longtemps après, tout simplement parce que cette énergie, ce choc, va se transformer en nous, en notre corps physique. Nous ne sommes pas que le corps physique. Voilà. Donc je suppose que le corps énergétique de l'arbre aussi. Donc là je suis adossé sur son corps physique, sur son corps visible et compact. Et donc il existe à plusieurs mètres de lui, son corps énergétique. Donc nos corps énergétiques s'interpénètrent. Voilà, tout simplement. D'où l'intérêt de s'adosser aux arbres et de se promener en forêt. La sylvie-énergie, la sylvithérapie existe. Alors c'est pas la thérapie de Sylvie, c'est la thérapie qui consiste à se promener dans les forêts pour absorber les énergies, voilà, tout simplement. Michel Serres, dans une interview en 2003 sur le thème Les limites de l'humain, avait écrit un petit laïus que j'avais noté. Nous nous apercevons aujourd'hui que notre concept d'humanité était jusqu'ici d'une étroitesse étrange. Autrefois, un homme qui avait, comme on dit, des humanités, c'est-à-dire un savoir, pouvait remonter jusqu'au 8e siècle avant notre ère. Or, depuis quelques décennies, notre vision de l'homme s'étale sur des millions d'années. Elle a complètement changé d'échelle. Si vous demandez par exemple mon âge, je vous répondrai « j'ai eu 73 ans hier ».
mais ce n'est qu'une façon de voir les choses. Si je considère mon cerveau, je vois que ces couches superficielles ont été formées au moment de l'apparition d'Homo sapiens sapiens. Si je regarde l'âge de mon ADN, au-delà, je porte en moi des profondeurs cervicales qui remontent à l'âge des sauriens, c'est le cerveau reptilien. Si je regarde l'âge de mon ADN, je constate que j'ai des milliards d'années. Et les atomes qui me constituent, nés dans la fournaise des galaxies, remontent au Big Bang. Par conséquent, il n'est plus possible de penser l'homme comme le pensaient nos professeurs. Donc Michel Serres a écrit ça en 2003, lors d'une interview, sur le thème des limites de l'humain. Donc en fin de compte, quand on parle de nous, de quoi parle-t-on? Souvent on parle de ce personnage que nous avons créé, un personaré. Donc, le mot personnage vient de la voix qui résonne à travers. Personaré, ça veut dire résonner à travers. Et tout simplement, ce sont les comédiens grecs de l'Antiquité qui avaient un masque en bronze et ils parlaient à travers ce masque et la voix qui résonnait interprétait donc ce personnage. Donc le personnage, c'est un petit peu comme l'identité, c'est quelque chose que l'on se fabrique. Évidemment, je suis né en France, donc je suis l'identité française. Ceci dit, on peut changer d'identité. Et comme vous pouvez changer de personnage, les schizophrènes ont de multiples personnalités. Comme je disais, si vous avez un choc psychique, vous pouvez ou changer de personnalité, ou bien déclencher un cancer. Voilà, il y a plein de choses à faire, plein de choses qui se font lors d'échecs émotionnels. Quand j'avais 10 ans, on me disait le cancer, c'est juste un choc psychologique. Ça s'est déclenché par un choc psychologique. Et maintenant, avec les travaux du docteur Hammer, depuis 2005, je pense, on sait maintenant que, effectivement, les chocs émotionnels engendrent des cancers. On le voit lorsque l'on fait des scanners, vous avez ce qu'on appelle des points de Hammer. Les points de Hammer, voilà, Rick Hammer, qui a été bien sûr lapidé dans son pays, emprisonné en France, enfin, etc., etc. Surtout ne pas dire d'où vient le cancer ni comment le guérir. Trop d'intérêt en jeu. En 1988, donc ça remonte plus loin, Pierre Weil avait écrit un livre magnifique qui s'appelle L'homme sans frontières, que je conseille à tout le monde. D'ailleurs, dans ce livre, j'avais un grand extrait, et sur cet extrait, quelque chose qui m'avait beaucoup rappelé Dogen. Donc Pierre Weil dit « On constate en vivant l'expérience de la méditation qu'il existe en chacun de nous un observateur permanent et immuable. On constate en vivant l'expérience de la méditation qu'il existe en chacun de nous un observateur permanent et immuable. Je ne suis pas mon corps, je ne suis pas mon émotion, je ne suis pas ma pensée, qui suis-je » C'est extraordinaire. Je ne suis pas mon corps, je ne suis pas mon émotion, je ne suis pas ma pensée, qui suis-je? Alors je ne suis pas mon corps, puisque je, si vous voulez, en tant que conscience, ça a été prouvé récemment, que la conscience est extra-neuronale, c'est-à-dire elle n'existe pas dans nos neurones. La conscience est en dehors de notre cerveau. Notre cerveau n'est qu'un capteur de cette conscience. Donc ce n'est pas mon cerveau qui fabrique ce que je suis. Mon cerveau, il perçoit quelque chose. C'est tout, c'est comme une radio, c'est un récepteur. Ça veut dire que même sans radio, les ondes existent. Donc même après la disparition de mon corps physique et des autres corps, je existerai encore. Je en tant que conscience, bien sûr. Et cela me rappelle donc le koan zen très connu, qui est souvent cité par Dogen, et par Maître Deshimaru, qui est dans sa lignée d'ailleurs. Quel était mon véritable visage avant la naissance de mes parents? Quel était mon véritable visage avant la naissance de mes parents? Et ça, c'est extraordinaire. Voilà, donc quand on parle de gens qui essayent de défendre leur individualisme, alors qu'est-ce qu'ils défendent? Généralement, ils défendent le personnage, ils défendent l'ego. Et lorsque l'on est en groupe, donc vous avez compris que lorsqu'on est en groupe, toutes les énergies s'interpénètrent, tous les corps énergétiques s'interpénètrent, et d'où le fait que quand on fait, je dis une bêtise, quand on fait 100 pompes ou 50 pompes, je ne sais pas combien
les gens font une cinquantaine de pompes. Quand on est dans un groupe de 10, on peut faire 60-70 pompes avec la même facilité que l'on fait 50 tout seul chez soi. Voilà, donc il faut savoir aussi que ces corps sont des corps énergétiques qui sont bouleversés par tout ce qui est onde, hein, tout ce qui est Wi-Fi. Donc vous imaginez le gars qui fait ses pompes chez lui avec la Wi-Fi du voisin, avec le four à micro-ondes du dessus. Voilà, donc il fera beaucoup plus de pompes s'il est dans un groupe de 10 personnes en pleine nature, sur de l'herbe par exemple, relié à la nature. Donc c'était un petit peu mon thème d'aujourd'hui, avec toujours cette explication, de toujours aller chercher au-delà de ce que l'on nous dit, les informations. Alors voilà, par exemple, toujours sur ce magazine, j'avais fait parler de mystification sur la vie des maîtres. Donc vous avez certaines prises de position de maître Funakoshi relatées dans sa biographie auraient été arrangées après sa mort en 1957. C'est ce qu'affirment certains élèves du maître rassemblés au sein de la JKA, c'est Japan Karate Association. Ils reprochent à d'autres anciens, ceux du Shotokai, d'avoir publié en 1975 un texte qu'ils auraient remanié. Donc c'est en fin de compte, quand on parle un petit peu des vérités historiques, ben, encore une fois, comment on peut dire, la version officielle est forcément fausse. N'oubliez pas comment les guerres se déclarent, hein, la guerre du Vietnam, toutes les guerres, tout ça. Ce sont des attentats sous drapeau. Un autre exemple, en 1973, paraît sous la signature de Kishumaru Ueshiba, un ouvrage intitulé Aikido Newman. Donc 1973, donc c'est l'illustration qui est ici. Une photo prise en 1922, donc du temps où le fondateur de l'aïkido était encore élève de Takeda Sokaku, illustre l'ouvrage. On aperçoit à l'extrême droite un panneau où l'on peut lire Aikijutsu. Vous voyez, c'est le petit panneau. Voilà. Dans un autre ouvrage paru en 1977, Aikido Kaiso Ueshiba Moriden, du même auteur, la même photo datant de 1922 sert là encore d'illustration sur le panneau en bois. On peut lire Daitoryu Aikijutsu. Donc c'est celle qui est en dessous. Donc vous voyez là, Daitoryu Aikijutsu. Hop, Aikijutsu. Et le panneau est coupé. Donc il n'y avait pas Photoshop, mais vous voyez déjà, c'est chaud à l'époque. Hein. Donc on est en 73 et 77 hein, quand même. En comparant ces deux documents, on constate nettement que la photo publiée en 73 a été retouchée. On a noirci le fond de la pièce et effacé Daitoryu. Cette retouche a dû être trop évidente aux yeux des anciens élèves du maître, ce qui expliquerait que la photo reprise en 77 soit vierge de tout maquillage. Pourquoi ce trucage photographique? Parce que la version lisse et officielle de la vie de Ueshiba Sensei ne veut pas accorder une trop grande importance au Daitoryu. Elle se contente de classer parmi les autres écoles de Jujutsu que Ueshiba aurait étudiées. Elle préfère affirmer officiellement que l'aïkido a été l'œuvre personnelle de son fondateur, plus inspirée par ses études de l'art du sabre. Tout le monde sait que c'est pas vrai. D'accord? Donc vous avez la version des descendants. Voilà, vous avez la version des descendants. Donc, par exemple, si je prends le fondateur qui a créé, Maître Maroto, qui a créé son propre style, qu'est-ce qui va en rester? Que vont dire ses descendants, ses élèves, après 10 ans, 20 ans, 30 ans après sa mort? Quelle sera la version? Dans ce numéro, vous aviez le panneau qu'il y a à Eiga Ueno qui montre que les ninjas étaient végétariens. C'est pas moi qui l'ai écrit, hein, c'est vraiment faites un arrêt sur image, vous verrez. C'est le panneau qu'il y a à Eiga, au musée d'Igara. Et ça, c'est sur un livre. C'était le chapitre
d'alimentation ninja. Et vous voyez le ninja avec un sabre, et sur ce sabre, il n'y a que des végétaux. Voilà, donc je n'invente rien. Si j'ai mis 30 ans, plus de 30 ans à écrire mon livre, c'est pas un hasard. Et ça, il y a peu de gens qui ont quand même compris que ce Musashi, c'était moi, donc au musée du cinéma à Kyoto. Voilà. Donc dans ce livre, j'avais aussi l'histoire, donc la vraie histoire du dernier samouraï, qui était tout simplement l'histoire du capitaine Brunet, Jules Brunet. Ensuite, un des derniers samouraïs, si on peut dire, hein, Takamori Saigo, avec bien sûr les différentes photos que j'avais prises dans les parcs, à Tokyo, où il est avec son chien d'ailleurs. Et puis, un des livres que m'avait offert Henri Play, un de ses magazines, où il y avait ce que l'on trouvait au musée d'Iga dans les années 60. Voilà, donc c'est très important de ne pas se fier à la forme, parce que vous n'êtes pas cette forme. J'avais même fait dans ce magazine, regardez, voilà, quelle était la différence entre un Sohei et un Yamabushi. Alors souvent on nous présente des Sohei, et on nous dit ce sont des Yamabushi. Par exemple, on dit que les Sohei, qui sont des moines Yama-guerriers, qui sont des moines guerriers, ne sont pas des Yamabushi. Vous voyez la différence entre un Sohei et un Yamabushi. Alors souvent on nous présente, regardez là, vous voyez un Yamabushi avec Minamoto, hein. Donc c'est très connu, hein. C'est Yoshitsune qui est avec son compagnon Benkei, sauf que Benkei, ce n'était pas un Yamabushi, c'était un Sohei. Mais on nous montre souvent en tant que Sohei. Donc c'est un petit peu la confusion entre les Sohei que vous voyez en bas. Ici, hein, Yamabushi, voilà ce que les Japonais pensent de Yamabushi. Alors, ce sont des vendeurs de baves de crapaud et de juju. Hein, ils trouvaient leur argent comme ils pouvaient. Hein. Donc c'est une confusion entre le Yamabushi que vous voyez là. Donc vous voyez, Yamabushi, hein, celui qui dort dans la montagne. Donc vous avez deux sortes de moines, ceux qui dormaient dans la montagne et ceux qui dormaient dans la plaine. Ceux qui dormaient dans la plaine étaient des Kanbushi, ceux qui dormaient dans la montagne étaient des Yamabushi. Voilà. Donc oui, je parlais du non-forme tout simplement parce que si on s'attache à la forme, je parle les formes et kata, hein, les formes, les attitudes, on s'attache à quelque chose qui est totalement éphémère. Quand votre esprit change, votre forme change. Si vous buvez, votre esprit est perturbé. Si vous fumez un joint, vous prenez des perturbateurs de conscience, des modificateurs de conscience, hein, c'est pour ça qu'on les prend d'ailleurs. Et forcément, votre démarche va changer, vous allez être plus décontracté, vous allez être complètement gaga. Voilà, donc tout change. Voilà, donc la batterie va tomber. Alors je vous souhaite une bonne soirée et je vais vous mettre ça très tôt, hein. J'attendais que la batterie se termine. Voilà, donc merci à tous d'être au rendez-vous tous les jours et j'espère vous faire un maximum de vidéos cet été. A bientôt. Il paraît qu'il faut que je souris.